Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre pour ce premier épisode de La Rencontre dans lequel j'invite deux artistes pour une interview croisée. Aujourd'hui, ces deux artistes sont toutes les deux metteuses en scène, sortent d'une grande école, Normale Sup pour l'une, Sciences Po pour l'autre, ont toutes les deux la trentaine, ont toutes les deux remporté le prix des lycéens au Festival Impatience, ont toutes les deux recours à une scénographie plutôt épurée et adaptent à la scène des œuvres qui ne viennent pas du répertoire théâtral. Il s'agit de Pauline Bale et Lisa Guez. Bonjour à vous deux. Bonjour Ronan. Est-ce que vous vous connaissiez toutes les deux? Est-ce que vous êtes déjà rencontrées? Et est-ce que vous connaissez le travail l'une de l'autre? Non, on s'était jamais, rencontrés, mais moi j'avais déjà vu, le travail de Pauline, j'avais vu Iliade, au théâtre, c'était au théâtre, de Belleville. Donc Il y a longtemps. il y a longtemps, j'habitais à côté à l'époque et il y avait des foules de gens, des foules et des foules de gens qui voulaient rentrer. Ah bon? Oh là là. Ouais, C'était les tout débuts, c'était ça, Liliane à Belleville. Oui, mais c'était ouais, pas au tout début, à Belleville, au théâtre de Belleville, il y avait pas des foules de gens. Donc ça il y a un petit bouche à oreille qui ouais. s'est fait pendant l'exploitation et c'est vrai que c'était une chouette aventure et moi, j'ai pas vu ton travail, Lisa, mais je compte bien venir au 104 l'année prochaine. On croise les doigts. Et oui, on va espérer qu'un jour on réouvre ces théâtres quand même, qu'on puisse reprendre tous ces spectacles qui ont été arrêtés en cours de route, puisque donc, toi, Lisa, tu as les Femmes de Barbe Bleue qui devaient jouer au Festival d'Avignon, dans le IN, parce que tu as Ouais. remporté le prix du jury à Impatience, donc ça fait partie du prix d'être programmé dans le IN d'Avignon. Et puis toi, Pauline, tu avais Illusion perdue à la Bastille qui était en pleine exploitation, qui s'est On arrêtée. a joué 2 fois, 2 soirs et on ça a été annulé pour le troisième un vendredi 13 Ouais, Ah août. l'enfer. ce Ah, fameux vendredi 13 mars où Le tout le monde a fameux, fermé porte. tout à fait. c'est ça. Alors pour commencer cette rencontre, je vous propose une citation. C'est une citation qui est assez d'actualité, vous allez voir. C'est une citation de Peter Brook que j'ai prise dans le livre L'espace vide et c'est le début du chapitre sur le théâtre brut. Alors la citation, ça fait comme ça. C'est toujours le théâtre populaire qui sauve la situation. Il a pris de nombreuses formes à travers les âges, mais elles ont toutes un seul facteur commun, c'est le théâtre à l'état brut. Le sol, la sueur, le bruit, l'odeur. C'est le théâtre qui n'est pas dans un théâtre, mais sur des charrettes, des roulottes ou des tréteaux. Le théâtre d'arrière-salle, avec des représentations uniques, un drap déchiré, tendu d'un mur à l'autre, un paravent délabré pour dissimuler les changements rapides de costumes. Et alors, il y a deux choses dans cette citation de Peter Brook. Déjà, la notion de théâtre populaire, parce que toutes les deux, vous faites quand même un travail qu'on peut vraiment qualifier de populaire. Déjà parce qu'il séduit à la fois la critique, vous avez quand même une très bonne presse toutes les deux, et aussi, vous avez remporté toutes les deux ce prix des lycéens au Festival Impatience, qui montre quand même qu'avec un même spectacle, on peut toucher un large éventail de public, du plus néophyte au plus expérimenté. Ça vous évoque quoi, vous, le théâtre populaire? Bah, ouais, moi, ça m'évoque plein de choses, enfin, ça m'évoque plein d'histoires, en fait. Ça me là, puis c'est Peter Brook qui en parle, en France, on pense à Jean Vilar, Antoine Vitez, qui sont quand même, moi, un des trucs que je trouve, passionnant avec le théâtre, c'est que c'est vraiment une transmission orale de génération en génération. Moi, ma prof au conservatoire était, une des comédiennes qui a beaucoup travaillé avec Antoine Vitez et du coup, là, c'est comme si quelque chose se passait de génération en génération et donc cette notion de théâtre populaire qui a vraiment été, à mon avis, enfin, hyper importante dans l'histoire du théâtre en France, elle nous parvient à nous aujourd'hui comme si on était les petits enfants, des générations qui ont inventé, et mis en œuvre surtout, le théâtre populaire, ce que ça pouvait être le théâtre populaire en France. Moi, je trouve que disons que j'y pense pas en créant. Après, je suis trop heureuse de voir que, bah, le spectacle, touche des lycéens, par exemple. Ça, on l'a vu aussi avec Illusion perdue. On se demandait un peu comment ça allait être reçu par, des publics, plus jeunes, parce que ça dure 2 heures et demie et tout ça et ça s'est vraiment bien passé et cette, disons cet, accueil-là, il est très précieux parce que je crois que c'est un public qui est beaucoup plus exigeant qu'un public, d'adultes, à qui on peut beaucoup moins raconter des salades, qui Ouais. va vraiment plus à l'essentiel, qui n'a pas du tout peur de montrer qu'il s'ennuie. Donc vraiment, moi, je suis vraiment fière de me dire que mon travail parle à un public moins aguerri dans le théâtre, tout simplement parce qu'il n'a pas encore eu le temps de voir des dizaines de pièces.
Ça, comme moi, j'ai eu des grands chocs de théâtre, quand j'avais 15 ans, quand j'étais adolescente, je suis heureuse, si, ça touche, voilà. Et toi, Oui, dis-moi? c'est ça, c'est que c'est un public parfois qui débute sa carrière de spectateur avec vos spectacles. Toi, Lisa, je me souviens que quand tu as reçu le prix Impatience, tu as d'abord reçu donc, dans l'ordre de la cérémonie le prix des lycéens et dans ton premier discours, tu as dit que c'était vraiment le prix qui te tenait à cœur, quoi. C'était le prix des lycéens. C'est celui vraiment que tu voulais avant tout, quoi. Ouais. Moi, j'étais extrêmement touchée, c'était incroyable, les lycéens quand ils ont remis le prix, ils étaient hyper, investis et émus d'avoir eu un rôle, de juge ou en tout cas, enfin pour toutes ces pièces et cetera et ça m'a procuré une émotion très grande et une très, très grande fierté. Moi, j'avoue que c'était le prix, que j'avais envie d'avoir. Et évidemment, le prix du jury, on avait tous envie de l'avoir, mais c'était le Oui, prix qui comptait pour moi parce que en effet, comme disait Pauline, c'est des ou comme tu disais, c'est des spectateurs qui n'ont pas encore, toute une grille, de ce qu'on doit, aimer ou pas aimer, donc qui sont dans une sincérité aussi, dans leur, approche d'une œuvre. Hem J'avais déjà reçu, un prix des lycéens il y a longtemps, enfin il y a en 2014, avec, notre mise en scène de Macbeth à Nanterre-sur-Seine et pareil, on était super, je sais pas si moi, c'est comme Pauline, je réfléchis pas du tout à, quand je crée un spectacle, je réfléchis pas forcément à l'audience. J'essaye de chercher quelque chose, mais je réfléchis pas, à qui ça va. J'aimerais que ça touche tout le monde, en soi. Je pense que le théâtre populaire, pour moi, ça s'oppose à une idée de théâtre élitiste. Je pense qu'il y a une grande incompréhension aujourd'hui, dans la société par rapport au théâtre, c'est-à-dire qu'on considère cet art comme un art bourgeois ou pour les bourgeois ouais. et alors que, le théâtre pour moi c'est quelque chose c'est peut-être un peu idéaliste, hein, mais c'est profondément thérapeutique pour, n'importe qui. C'est-à-dire que quand tu vas au théâtre, il y a une possibilité de joie, une possibilité de catharsis, une possibilité de prise de distance sur des problématiques, et aussi d'étrangéisation, d'ouvrir l'imaginaire et tout et quand on pratique, et la pratique du théâtre pour moi, elle est ouverte à tous et elle est, profondément En fait, la thérapeutique. citation de Peter Brook aussi, elle raconte un peu ça parce que, bon, il y a ce côté effectivement accessible à tous, mais aussi accessible par l'espace, géographique, par le lieu théâtral et donc il parle du théâtre de Tréteaux, on n'en est plus là aujourd'hui, mais c'est vrai que toutes les 2 vous avez une forme aussi qui est assez simple, qui pourrait s'adapter à des conditions, vraiment extrêmes, parce que j'ai l'impression que vous pensez d'abord le texte et ensuite, enfin, comment dire? Vous avez une épure quand même dans votre scénographie. Souvent, c'est quand même juste ça part de chaises sur un plateau nu. Après, bien sûr, il y a des ajouts de création de lumière et Mmh. cetera. Mais la base est quand même là. On a quand même des acteurs avec très peu de costumes, et quelques chaises et un texte qui est travaillé et un jeu. C'est ça votre travail essentiel? Moi, je pense que ça s'est construit parce que j'étais dans une école, j'étais à l'ENS, et j'ai pas fait d'école de théâtre, et du coup, j'ai jamais eu, l'occasion de travailler. J'ai toujours appris à travailler avec des acteurs, mais en général dans des lieux qui étaient pas du tout des théâtres, donc des espaces de répétition, qu'on investissait, mais qui étaient pas du tout des lieux, dévolus au théâtre à la base. Par exemple, on répétait, dans le parking, de l'ENS, beaucoup. Ouais, parce qu'on avait découvert ce parking, il était désert. Heu, Ils l'avaient construit, mais au début, il était pas du tout utilisé et c'était notre espace de répétition, pour les projets qu'on a fait à l'époque et après, on a répété beaucoup dans des squats, on a répété dans différents endroits qui étaient pas du tout des théâtres et moi, j'ai toujours, axé mon travail de mise en scène beaucoup sur la direction d'acteurs et alors c'est un choix, je pense que c'est à la fois un choix de esthétique, profond, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le théâtre, c'est comment avec rien on ouvre l'imaginaire. Mais en même temps, c'est aussi un choix de enfin, qui est lié avec notre façon de travailler. Aujourd'hui, on me donnerait plein de moyens, je ne saurais pas comment faire, quelque part. Ça m'empêche pas d'aimer et d'admirer beaucoup, ceux qui savent faire des créations visuelles,
aussi, heu, de travail de scénographie, du travail, un travail visuel de vidéo et cetera, beaucoup plus abouti. C'est pas du tout ce que moi heu, ce qui moi m'attire dans le théâtre, en tant que pratique, mais en tant que spectatrice, je peux respecter et beaucoup aimer ça aussi. Et toi, Pauline, on a quand même senti une évolution, par exemple, entre l'Iliade, ou que j'imagine tu as créé quand même au tout début avec assez peu de moyens, et l'Odyssée, où là, d'un coup, tu as eu peut-être un peu plus de moyens. Il y a eu une évolution, mais en même temps, tu as quand même gardé cette esthétique de l'épure assez sobre. Il y a quelques effets scénographiques en plus, mais quand même pas tant que ça au final. Ouais, ouais, bah, je rejoins un peu tout ce que vient de dire Lisa. Je trouve que c'est en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'un rapport à la nécessité, d'un texte en fait, dans lequel, je me plonge parce que je crois dans, l'espèce de sa force, et des forces invisibles que ce texte charrie, et à quel point ces forces invisibles seront d'autant plus puissantes si elles sont incarnées, sur un plateau, dans une réalité, tu vois, partagée entre des spectateurs, des acteurs, puis dans un temps continu. Hem, c'est vrai que moi, mon rapport à l'espace, en fait, je parle pas mal de dispositifs. C'est quelque chose qui me de dispositifs dramaturgiques et donc scénographiques, en fait, qui sont, en fait, étroitement imbriqués avec, l'un dans l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas tant, qu'il y ait rien pour qu'il y ait rien. En fait, c'est simplement que s'il y a quelque chose advient, c'est parce que à ce moment-là, dans la dramaturgie, on prend un tournant. Alors, je vais pas du tout divulgacher Illusion perdue, mais c'est vrai que dans Illusion perdue, l'espace est vraiment pensé en étroite collaboration, si je puis dire, avec l'histoire, en fait. La dramaturgie, c'est un mot technique pour parler juste de la manière dont l'histoire progresse. Et c'est vrai que ça crée à la fin de l'épure parce que même quand tu prends une histoire comme l'Odyssée, qui est quand même Ouais. avec pas mal de rebondissements, en fait, si on s'attache à suivre ce que Ulysse vit de l'intérieur, bah, ça demande pas forcément un déploiement de 1000 comment dire, ornements, tu vois, de décors, hein. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi, et j'admire un peu, enfin, j'admire les gens qui réussissent à créer des scénographies très, très riches en décors, c'est-à-dire qui vont évoquer plein de choses. Moi, c'est pas du tout hein, enfin, ce que je demande à l'espace quand je travaille de l'intérieur. C'est-à-dire que j'attends pas du tout quelque chose qui vienne décorer, orner l'histoire, en fait. À aucun moment j'éprouve cette nécessité-là quand je travaille la mise en scène. Donc ça aussi forcément, bah, ça enlève toute une partie de ça. À la fin, ça rend la chose assez épurée parce que bah, moi, j'en éprouve pas la nécessité comme spectatrice de l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que quand je vais au théâtre et que je vais voir des choses beaucoup plus visuelles, beaucoup plus avec de la vidéo, enfin beaucoup plus voilà. Je sais pas, c'est pas tant complexe, mais disons fourni Ouais. d'un point de vue visuel, ça m'empêche pas d'apprécier beaucoup, mais c'est de l'intérieur, quoi. Quand j'investis la mise en scène de l'intérieur, c'est vrai que ça s'impose pas du tout. Parce qu'il y a aussi une foi dans les textes, enfin ça c'est sûr, hein, la foi dans le texte et l'acteur, c'est sûr que ça c'est le bon point de départ, quoi. Et c'était ça sur Iliade Odyssée, sur Illusion perdue, c'est la foi dans un groupe d'acteurs et un texte, et que la réunion des 2 va ouvrir les portes de l'imaginaire, de la perception, enfin voilà. Et justement, sur le travail dramaturgique, on va en parler, puisque donc toutes les 2 vous avez adapté, enfin adapté, de façon différente, des œuvres existantes qui sont pas théâtrales à la base. Barbe bleue pour toi, Lisa, d'après le conte de Perrault, et puis, bon, pour toi, Pauline, il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, Illusion perdue de Balzac. Il y a eu même le concours de Laïla Slimani, Chanson douce, au studio de la Comédie Française. Comment alors, la question est un peu vague, on va préciser quand même, hein. Comment on adapte quelque chose qui n'est pas théâtral? Parce qu'il y a 2 cas. Par exemple, pour toi, Lisa, on n'est pas vraiment sur une adaptation puisque, Les Femmes de Barbe Bleue, c'est plutôt un hypertexte, en fait, du conte de Barbe Bleue, puisque tu donnes la parole à ces femmes qui sont mortes dans le conte, et puis tu combles un peu les trous. Tu compenses là où il y a pas de prise de parole chez Perrault, par exemple,
tu racontes autre chose et tu racontes cette histoire manquante. Et justement, comment tu construis ça en restant quand même très fidèle à la dramaturgie existante du conte initial? Il y a C'est pas une réécriture de l'histoire, hein, ça complète vraiment l'histoire initiale, enfin, de mon point de vue en tout cas. Alors, en fait, c'est parti, j'étais enseignante à l'université de Lille et je travaillais sur justement des comment on adapte des matériaux, non théâtraux, en pratique scénique avec mes étudiants. Donc je m'amusais beaucoup, on surveillait pas trop ce que je faisais. Donc du coup, c'était vraiment un laboratoire expérimental pour moi et j'avais une nouvelle idée à chaque fois. J'avais ces étudiants qui avaient entre 18 et 20 ans et j'ai commencé à travailler avec eux sur Perrault. Et là, je me suis dit que cette matière était tellement intéressante qu'il fallait absolument que j'en fasse quelque chose moi de mon côté. Le conte, tous les contes sont des matières assez trouées et où, comme il n'y a pas de lien psychologique, il y a toujours, comment dire? Des questions. Il y a pas de, il y a pas de psychologie de personnage et il y a toujours des questions. On ne sait pas comment le personnage est allé arrivé d'un point à un autre point. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à chacune des actrices d'inventer un personnage possible d'une femme, qui rentre dans l'emprise de Barbe Bleue, qui rentre dans la maison de Barbe Bleue, mais dans notre monde contemporain et de répondre à toutes les questions que le texte, toutes les bizarreries, toutes les étrangetés qu'il y a dans le texte et d'y répondre du coup par leur récit. Donc en fait, ça crée quand même une forme de protocole et finalement le travail avec le texte était quand même assez fort. Heu, mais en effet, on répondait aux trous et non pas on n'adaptait pas des choses existantes, on adaptait tous les endroits où il y avait du vide ou du possible ou du non résolu et chacune, elles ont tissé un chemin et après évidemment, après, on a poussé, orienté, modifié et du coup, on s'est éloigné, en retravaillant de la trame, profonde du texte. Voilà. Chez toi, Pauline, aussi, cette trame, elle est hyper importante parce que, enfin, la trame et le canevas dramatique, puisqu'en fait, tu ronges un peu autour de ce canevas, tu enlèves tout le superflu pour condenser, parce que bon, tu condenses quand même l'Iliade et l'Odyssée en un peu moins de 3 heures en tout, 3 je heures, ouais. crois. Puis, et puis même, même Leïla Slimani, finalement, tu as dû pas mal couper dedans parce que Oui, j'étais obligée de couper parce que le spectacle, comme c'est au studio, c'était très ça peut pas durer plus d'1 heure, 10 ou 15, je sais plus, parce qu'après les comédiens vont jouer à la salle Richelieu. Donc ouais. là, j'étais très contrainte. À mon avis, Chanson douce, c'était bon, après ça n'aurait pas duré 3 heures, hein, c'est sûr. On parle d'un quart d'heure de plus ou moins, hein. Mais et Ils ont perdu, c'est plus long, mais pareil. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je passe d'abord beaucoup, beaucoup de temps seule, à la bibliothèque avec, mon bouquin, mon ordi et j'essaie de penser, de rêver, enfin, mais de rêver très concrètement. Enfin, c'est-à-dire de voir comment est-ce que cette matière, ce livre-là, pourrait devenir, un objet de théâtre, quoi, une matière de théâtre. Déjà, en écrivant, enfin, vraiment en proposant en créant une sorte de monstre, quoi. Et donc, la première version, en général, elle fait 300-400 pages. Et puis, petit à petit, je fais, je sais pas, 10 versions où j'affine, je vois, je, je regarde comment. Enfin, je travaille vraiment seule avec le roman. Et puis, j'essaie de voir comment est-ce que l'histoire peut se raconter aussi bien que possible à cette étape-là, c'est-à-dire vraiment très, très mentalement, quoi, parce qu'il n'y a pas du tout de plateau. Et après, ce que j'ai réussi à faire pour l'instant et ce que j'espère pouvoir continuer à faire, c'est que on commence toujours les répétitions par une première résidence qui dure 15 jours, où en fait les comédiens ont lu l'adaptation, mais non, il n'y a pas de distribution qui est faite et donc personne n'a de texte par cœur. Enfin, ils ont juste lu le roman et l'adaptation. Et pendant 15 jours, on fait des improvisations à partir de chaque scène, de chaque épisode de l'adaptation. Et c'est des improvisations où la distribution est tournante, c'est-à-dire que tous les acteurs vont jouer tous les rôles. Et pour reprendre une formule chère à Antoine Vitesse, c'est vite et mal, quoi. C'est-à-dire que on s'embarrasse pas du tout, on comprend les enjeux. Un tel joue Lucien de Rubempré, un tel joue Coralie, enfin voilà, et on présente ça, on en discute, je fais des retours, quelquefois on reprend, et on avance comme ça pendant 15 jours. Puis à la fin des 15 jours, on fait un filage de ces improvisations.
qui donc est une sorte de monstre, voilà. Mais ça permet en fait de tester, de faire une sorte de crash test de la matière, de voir comment est-ce que ce que j'ai pensé dans ma tête pendant, je sais pas, 3 4 mois à la bibliothèque, ça vit au plateau. Et là, en général, on se rend compte que, bah, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, que, tel moment enfin, c'est vraiment un crash test, quoi. On peut pas et c'est super, riche parce qu'il y a aussi des choses des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, qui en fait, à partir des impros, je me rends compte qu'en fait ça, c'est complètement il y a comme une trouée qui se dégage. Enfin voilà, c'est donc il y a et après je repars à la bibliothèque, les répétitions d'après, là il y a la distribution qui est faite et puis mais le texte il continue énormément de s'affiner, énormément, énormément. Et jusqu'à ce qu'il soit arrêté et là je suis un je suis un dragon, pour que ce soit vraiment très, précis et qu'on se répand enfin que voilà, il n'y ait pas, de cabotinage ou enfin voilà, qu'on se soit très, une fois qu'on a décidé que c'était ça, la réplique ou voilà, on sait, ça bouge plus du tout. Mais ouais, donc du coup, c'est vraiment un processus, à la fin, c'est des allers-retours entre un espace très mental, et le plateau, et sachant que dans les 2, de mon point de vue, c'est toujours le plateau qui gagne. C'est-à-dire que j'aurais Ouais. beau penser plein de trucs dans ma tête, une fois qu'on le teste au plateau, on voit bien, voilà. Et enfin ça, c'est sur tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, bah, il y a plein de choses qui me faisaient vachement rêver et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, enfin ça trouvait pas sa place sur le plateau, que donc fallait y renoncer, quoi. Donc finalement, toutes les 2, vous travaillez, avec cette sacro-sainte écriture de plateau, principalement, quoi. C'est de là que tout naît? Oui, mais Peter Brook, d'ailleurs, il en parle dans l'Espace Vide. Il dit qu'il fait des dizaines de schémas, il prend des dizaines de notes, etc. avant le début des répètes. Puis au début des répètes, il met tout. Alors, enfin, je ne me prends pas pour Peter Brook, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, le théâtre en général est fait de ces allers-retours entre idées et concret, quoi. Et que le jeu, et là, moi, ce qui me passionne dans la mise en scène, c'est de voir, c'est faire ces allers-retours-là, en fait. Et j'ai l'impression que vraiment, de tous les arts, c'est un de ceux qui est le plus incarné, quoi, dans une réalité tangible à laquelle tu peux pas échapper. Je veux dire, une pomme sur un plateau, c'est Newton, elle va tomber, en fait. Enfin, à moins que tu développes, et là, tu peux tricher, mais tu seras toujours. Il y a un moment, tu vas te heurter enfin, on ne pourra pas échapper à Newton, on ne pourra pas échapper au temps qui passe. Enfin, tu vois, il y a des lois de la physique qui vont venir encadrer ce que tu fais. Alors, tu peux trouver des subterfuges, mais de toute façon, la physique est là. Alors Hem, oui, vas-y, Moi, pardon, si Lisa. je peux dire un tout petit truc sur l'écriture de plateau, c'est que je suis vraiment totalement, d'accord avec, la vision qu'en a Pauline. L'écriture de plateau, en fait, ça s'invente, mais vraiment à chaque projet, et j'ai l'impression qu'à chaque projet, il y a un protocole, enfin, je sais pas pour toi, Pauline, hein, mais pour moi, là, je suis en train de créer un nouveau spectacle, et le protocole est différent que celui, que j'ai mis en place pour Les Femmes de Barbe Bleue, mais toujours il s'agit de ces allers-retours-là entre la pensée et les acteurs, et comment les acteurs se saisissent, de la pensée, y injectent leur propre singularité, sensibilité, et du coup, en fait, proposent, une création qui est reprise, et cetera. Et du coup, ce qui est beau avec l'écriture de plateau, c'est que ça se fait un peu sur mesure de l'équipe qui est constituée. C'est-à-dire que chaque acteur, chaque, personne qui est investie dans le projet, y apporte quelque chose dans l'écriture. Enfin, en tout cas pour moi, pour nous, c'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça que Les Femmes de Barbe Bleue, par exemple, on a signé le texte, qui a été publié, on l'a signé à 6, et on a partagé à 6 l'autorité du texte. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'allers-retours et de mixtions, qu'en fait, voilà, ça nous appartient en propre, vraiment, à égalité. Je vous propose d'écouter une vidéo parce que ça va faire écho à ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que je peux faire ça? C'est une bonne question. Tu peux faire Heu, partage d'écran. Je l'ai fait dans une ouais, réunion l'autre jour, c'est trop bien. alors The first thing we did was lifted all the dialogue from the novel. We started to just use that as the text, and we very quickly realised that doing that was deathly dull.
J'aime beaucoup ce qu'elle dit en fait sur le fait que, prendre les dialogues d'un roman existant. C'est une vidéo du National Theatre de Londres, et donc elle parle du fait de prendre les dialogues, d'un roman existant, d'en faire du théâtre et que ça ne fonctionne pas du tout. Que c'est quelque chose de complètement différent et que c'est ennuyant à mourir en fait, de transposer directement un roman tel quel sans avoir un vrai travail de dramaturge, dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque vous ce qu'elle dit et cette vidéo en fait? Alors moi, quand même, je vois très bien, c'est marrant parce que moi j'ai relu, là pendant le confinement, j'ai relu, Jeanne Eyre, parce que je l'avais pas lu depuis que j'étais ado et que, ça m'a fait plaisir et du coup je relisais, effectivement, bah, c'est pas là elle parle, ah si, elle parle de Jeanne Eyre, elle parle d'Émilie elle parle d'une des sœurs Brontë en tout cas Oui, oui, et c'est ça. effectivement tu lis ce genre de roman et tu te dis: «Oui là, ça va falloir faire un truc pour les dialogues». Moi pour parce que ça sera pas c'est pas une ça fait pas du tout, c'est pas du tout incarné, enfin c'est pas du tout c'est un peu comme quand tu lis des dialogues chez Flaubert, enfin à aucun moment, pourtant, il y a des adaptations qui ont été magnifiques, de Flaubert, enfin moi j'avais vu, Le Bovary de Diego Rodriguez que j'avais trouvé génial, mais c'est vrai que quand tu lis du Flaubert et quand tu lis les dialogues de Flaubert, tu te dis pas du tout, que ça ferait une matière de théâtre, très charnelle quoi. Enfin, alors que pour Balzac, je dois avouer que moi, quand en lisant L'Illusion perdue, je trouve qu'il a un sens de la parole, parce que c'est tellement énergique et c'est tellement, comment dire, les personnages sont tellement impliqués dans ce qu'ils disent, que ça transparaît complètement à la lecture. Et je dois dire que j'ai voulu, dans mon travail d'adaptation des Illusions perdues, j'ai voulu faire une place aux dialogues de Balzac tels qu'ils sont dans le roman. Alors, forcément, tu passes par une phase de réécriture parce que même quand c'est bien, enfin, même quand il y a une vraie, je crois, dimension charnelle dans les dialogues de Balzac, il faut quand même l'adapter parce qu'en général, les idées sont trop martelées, tout est plus lourd. Enfin, sur un plateau, en comparaison à la lecture d'un roman, tout est prend beaucoup plus de poids et ça a beaucoup plus d'importance. Donc, du coup, enfin, chez Balzac, en tout cas, moi, j'ai beaucoup allégé, beaucoup épuré, disons, parce que c'est très, il va pas avec le dos de la cuillère. Alors, quand tu lis, tu vas tellement vite, quand tu lis dans ta tête, tu vas tellement vite que tu t'en rends pas compte. Et quand tu as quelqu'un qui le dit, tout à coup. Mais en fait, moi, je trouve quand même que enfin, dans mon rapport à l'adaptation, il y a quand même toujours, même, enfin, si forcément il y a un travail de dramaturgie, le rapport à la langue, et ça c'est chez Homer, chez Balzac, ou même enfin, évidemment avec Léla Slimani aussi, c'est que quand je lis le roman, il y a quand même une langue qui me happe, qui m'attire, et où je me dis que cette langue-là, elle a sa place sur un plateau de théâtre, quoi. Et que, alors, que ce soit les dialogues ou du récit, enfin, chez Homer, il y a énormément de récits dans mes adaptations, chez Balzac, il n'y en a quasiment pas. Ça varie, mais en tout cas, la langue de Balzac, la langue d'Homère, pour moi, elles étaient suffisamment, enfin, pas tant suffisamment parce que c'est pas une gradation, mais en tout cas, elles étaient adaptées, elles avaient toute leur place sur un plateau de théâtre en faisant un travail d'adaptation de dramaturgie. Enfin, j'ai envie de la regarder en entier, cette vidéo là, du coup, que tu nous as montré. Je t'enverrai le lien. Ouais, je veux bien. Et moi, ça me fait rire parce que je suis en train de me dire que par rapport à Pauline, la différence, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui n'est pas dit. Ce que j'ai envie de mettre en scène, c'est pas, c'est vraiment, l'endroit où il y a un trou dans les textes. Là, je travaille sur, je travaille, en partie, enfin il y a plusieurs matériaux textuels, qui sont à la base du projet, mais il y a aussi un texte de Dostoïevski et du coup, en fait, ce qui me fait le plus rêver, c'est tous les endroits de mystère où on comprend pas pourquoi les rapports sont comme ça et du coup, ce que j'essaye d'établir, c'est, comment expliquer qu'on s'en soit arrivé à un tel type de rapport entre 2 personnes. Donc je travaille sur des personnages, des figures qui me paraissent, moi en tout cas, que j'ai pas compris ou qui sont un point d'interrogation et j'essaye de reconstruire une possible, trajectoire qui aurait pu amener à cette situation de crise ou à ce rapport étrange, voilà. Donc du coup, c'est plus pour moi, je pense que les textes sont plus des points de départ, heu, qui me permettent, des questions, des mystères et cetera et moi j'essaye de construire quelque chose qui vont m'amener jusqu'à comprendre par exemple, Barbe Bleue, ce conte, j'ai toujours trouvé qu'il était complètement incompréhensible, Ouais. pour une petite fille ou pour, n'importe qui et du coup, essayer de voir comment ça pourrait se construire, une histoire possible qui pourrait construire jusqu'à
jusqu'à avoir cette structure-là. Et pareil pour ce qu'on est en train de faire. Il y a un conte de Grimm qui s'appelle Histoire de celui qui s'en alla apprendre le tremblement. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'a peur de rien. Et qui, du coup, a des épreuves de plus en plus terribles et tout le monde le considère comme un héros. Et lui, en fait, plus ça va, plus il se rend compte qu'il est différent des autres humains et plus il est malheureux. Et du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce que c'est de ne pas avoir d'émotion? C'est quoi le handicap émotionnel, et qu'est-ce que ça crée dans notre rapport, avec les autres, et cetera. Donc voilà, donc en fait, pour moi, les textes, finalement, je les adapte pas. Enfin, d'une certaine façon, je me rends compte qu'en fait, je les adapte pas, c'est pas des adaptations du tout. Oui, C'est plus des tu te complètes à eux, en fait. Oui, c'est ça, c'est plus des sommets où je me dis comment on arrive comment on monte jusqu'en haut de la montagne, et comment on arrive à créer un truc qui nous amène à là. Merci beaucoup à toutes les 2 d'avoir, participé à cette rencontre et j'espère qu'on aura éclairé un peu vos travaux. On vous retrouve, quand on réouvre, Oui. on espère bientôt. Donc Lisa, pour les fans de Barbe Bleue, on espère la saison prochaine. Il n'y aura pas de festival d'Avignon cette année, mais Non. on verra quand les dates reprendront. Et puis Pauline, donc pour Illusion perdue, pour ceux qui devaient le voir au Théâtre de la Bastille, comme moi, qui a joué que 2 jours, eh bien donc peut-être une reprise saison prochaine ou saison encore d'après, c'est ça? Ouais, plutôt saison d'après. Enfin, de toute façon, pour l'instant, tout le monde est en train de C'est ça. réfléchir, tout est Ouais. en suspens. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre. Merci. 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 Et attends, Elisa, faut que je te dise un truc. Ouais. Est-ce que tu connais, ce que tu disais là, ça me faisait penser. Est-ce que tu connais un podcast sur la NPR aux États-Unis qui s'appelle Invisibilia? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un podcast qui est génialissime, qui parle en gros des forces invisibles qui gouvernent le monde et donc par exemple, ça peut être Take it.